痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh, canne à pêche, c'est Aspros et aujourd'hui au programme, on va rendre justice à un des meilleurs persos de Naruto. Un perso qui est trop souvent sous-estimé niveau développement par les détracteurs de Naruto et même par certains fans à cause d'autres fans, les fans hardcore. En fait, il y a eu une période dans Naruto où beaucoup considéraient Itachi comme le meilleur personnage. C'est toujours le cas aujourd'hui vous me direz, mais bon à l'époque c'était n'importe quoi. Ça disait que c'était le personnage le mieux écrit de tous les temps, que c'est le perso le plus puissant de l'œuvre, que Kishimoto a dit qu'il a tué Itachi parce qu'il aurait facilement vaincu Madara, etc. etc. A cause de ça, Itachi s'est fait cracher dessus pendant longtemps. Les détracteurs iront même jusqu'à dire qu'Itachi est un personnage plutôt lambda et sans importance. Enfin, forcément ils voulaient dénigrer Itachi parce que c'est plus facile de dénigrer le perso plutôt que les arguments. Mais bon, j'en ai vu des avis différents sur Itachi et je me dis que c'est un petit peu dommage. Qu'on soit d'accord, on peut ne pas aimer le personnage d'Itachi, on peut ne pas être sensible à ce qu'il raconte. Par contre, on ne peut pas nier les qualités objectives de l'écriture de ce personnage. Alors du coup, le but de cette vidéo va être assez simple. Une analyse du personnage d'Itachi. Mais attention, pas une analyse random en mode je lis le Naruto Wiki et je vous laisse avec ça. Là, on va décortiquer chaque molécule de la conception du personnage d'Itachi. On va voir tout ce qu'il représente d'un point de vue narratif et philosophique. Parce que oui, Itachi est un personnage très intéressant d'un point de vue philosophique. Et attention, je dis pas ça comme un fan random qui va dire qu'Itachi est un grand philosophe. Dire qu'Itachi est un philosophe, c'est vraiment pas lui rendre justice. Ce n'est pas un philosophe. C'est un personnage qui balance 2-3 vérités générales en le disant de manière un petit peu stylée, et les fans qui ont de QI le considèrent comme supérieur à Socrate. Suffit de regarder. Les gens vivent en s'appuyant sur leurs convictions et leurs connaissances et ils appellent ça la réalité. Mais le savoir et la compréhension sont des concepts si ambigus que cette réalité ne pourrait être alors qu'une illusion. C'est grave stylé dit comme ça. Mais quand on prend 20 secondes pour analyser cette citation, ça veut dire que parfois on pense avoir raison en se basant sur nos propres connaissances, mais qu'en fait, c'est pas le cas. C'est tout de suite moins stylé, hein. On est bien loin du niveau de Socrate. Mais bref, puisque j'entends que vous êtes curieux de voir si je vais dire du mal du Uchiwa préféré de Tobirama, on va pouvoir commencer. Le personnage d'Itachi est écrit selon un courant philosophique que vous connaissez tous sans exception, l'utilitarisme. Vous avez forcément déjà vu un personnage de la sorte. L'utilitarisme est une théorie éthique qui considère que la moralité d'une action repose sur son utilité ou sa capacité à produire le plus grand bonheur pour le plus grand nombre de personnes. Selon l'utilitarisme, le bonheur est la valeur fondamentale et le critère principal pour évaluer la moralité d'une action. L'objectif ultime est de maximiser le bonheur global ou l'utilité en minimisant la souffrance et en maximisant le bien-être. Grosso modo, l'utilitarisme c'est choisir l'action qui va profiter au plus grand nombre, qui va apporter le plus de bonheur au plus grand nombre, parfois même au détriment d'une minorité. Et c'est là qu'Itachi rentre en jeu. Petit retour rapide sur le massacre du clan. Vraiment vite fait, vous connaissez tout ce qui s'est passé. Konoha a mis à l'écart le clan Uchiwa par peur qu'il renverse le village. Les Uchiwa en apprenant ça n'ont pas accepté la situation et ils ont voulu renverser le village. Konoha a pas été très malin. Sauf que parmi les Uchiwa, il y avait Itachi. Itachi a fait un constat très objectif. Les deux parties ne peuvent plus coexister. Si ça continue, les Uchiwa vont tenter de renverser le village et il y a que deux scénarios possibles à ça. S'allier avec son clan ou s'allier avec Konoha contre son clan. Comme vous le savez, il a choisi de s'allier à Konoha. Itachi a donc eu une façon de penser utilitariste. Il a vu que les Uchiwa c'est un clan et que Konoha c'est un village entier. Il a décidé de sacrifier ses proches pour l'intérêt du plus grand nombre. En fait, là où Itachi est un perso incroyable, c'est qu'il n'a pas fait un choix par émotion, il a été au-delà. Il a analysé la portée de la décision des Uchiwa. Les Uchiwa ont agi par haine envers le village qui l'a exclu. Sauf que cette haine allait foutre en l'air l'équilibre du monde. Je vais vous expliquer pourquoi. Admettons que le massacre du clan n'ait pas eu lieu et que les Uchiwa auraient mis à exécution leur coup d'état. Il y avait que deux possibilités. Soit les Uchiwa arrivent à renverser Konoha, soit ils n'y arrivent pas. Mais dans les deux cas, les conséquences auraient été terribles. Dans le premier scénario, s'ils y arrivent, il n'y aura plus de village. Il restera qu'un clan qui aura subi de nombreuses pertes et qui sera sujet à des attaques ennemies. Konoha étant la principale puissance mondiale, si les pays aux alentours apprennent que sa force a été réduite à ce moment-là, ils vont pas hésiter à venir annexer le village. Le clan Uchiwa sera très affaibli et il aurait pas la force de contrer Kumo par exemple qui serait prêt à récupérer un territoire comme Konoha. Si les Uchiwa gagnent, tout le monde meurt. Et dans le second scénario, admettons qu'ils échouent. Genre tous les clans rentrent en guerre contre les Uchiwa et ça stoppe le massacre. Bah il va se passer la même chose qu'avant. Konoha va forcément subir de grosses pertes. Déjà ils vont perdre le clan le plus puissant, mais il y a aucune chance que les Uchiwa ne prennent pas une bonne partie du village avant d'y passer. Et on en revient au scénario précédent. Ça va arriver aux oreilles des autres villages et badaboum on envahit Konoha. L'un des 4 autres pays va récupérer Kyuubi et il y a de grandes chances que ce soit Kumo et Kumo va dominer le monde. Peu importe le résultat du coup d'état, la finalité sera la même. Et bien Itachi a été au-delà de ça. Il a vu que le coup d'état allait forcément provoquer une guerre civile et qu'a fortiori ça allait faire beaucoup de victimes. Itachi a donc pris la décision de massacrer le clan lui-même en mode mission silencieuse pour tuer dans l'œuf le coup d'état. Les pays voisins n'entendraient pas parler de ce massacre avant un moment, donc assez pour que Konoha puisse se remettre de tout ça. Attaquer Konoha après le massacre du clan n'aurait pas été le meilleur des plans.
En massacrant lui-même le clan, Itachi a évité une catastrophe non pas civile, mais mondiale. En fait, c'est ça que j'aime avec les persos utilitaristes en général, c'est le fait qu'ils nous posent directement une question. Jusqu'où est-on capable d'aller? Quelle est la limite entre moralité et bonheur? Ou même simplement, la fin justifie-t-elle les moyens? Parce que si on analyse la situation, Itachi a sacrifié un clan pour sauver un village et potentiellement le monde. Si Kumo ou Iwa avaient récupéré Kyuubi, ça aurait pu provoquer une 4ème grande guerre avant l'heure. Mais bref, Itachi, en massacrant le clan lui-même, a littéralement sauvé plus de monde qu'il n'en a tué. Donc quelque part, c'était justifié d'un point de vue utilitariste? Ou même d'un point de vue moral? Eh ben, pas tant que ça. L'utilitarisme est critiqué parce que quantifier le bonheur, c'est pas possible. Et malheureusement, pour faire un choix comme Itachi l'a fait, il faut pouvoir quantifier le bonheur. Itachi a fait le choix de sauver le plus grand nombre, donc il a fait passer le bonheur du plus grand nombre avant. Il a décidé de faire passer avant le bonheur d'un village plutôt que le bonheur de ses parents, de ses frères de sang, de tous les gens qu'il connaît. Tout ça pour que plus de monde puisse être heureux. Imaginez le meilleur des scénarios possibles pour les Uchiwa. Genre, ils arrivent à renverser Konoha et ensuite ils arrivent à fuir loin des embrouilles. Finalement, ils auraient vécu heureux. Sauf que pour Itachi, le bonheur provoqué chez le clan Uchiwa qui aurait survécu ne valait pas le bonheur du village de Konoha s'il avait survécu. Et là, vous sentez la question qui vous est posée? On va voir ça ensemble. Lui, c'est votre frère. Lui, c'est un inconnu. Si je vous dis vous devez en tuer un des deux, vous tuez lequel? Il y a de grandes chances que vous choisissiez l'inconnu parce que vous avez une proximité de sang avec votre frère et que vous êtes beaucoup plus capable de quantifier son bonheur que celui de l'inconnu. Surtout que dans votre propre intérêt, pour votre propre bonheur, faut sauver votre frère. Eh bien l'utilitariste va oublier l'idée que vous êtes parenté. Il va analyser les deux situations et voir dans quel cas le plus grand bonheur pourra être créé. Par exemple, lui c'est un chercheur qui développe des traitements pour soigner le cancer et lui c'est un joueur de guitare. Vous sauvez lequel? Bon, je sais que vous avez dit le chercheur, mais c'est pas si simple. Bien sûr que le chercheur il sauve des vies, donc il va apporter à l'humanité. Mais le joueur de guitare aussi à sa façon. Combien de personnes ne tombent pas en dépression parce qu'ils écoutent de la musique, parce qu'ils ont cet échappatoire? Bah, il y en a beaucoup. Vous voyez? C'est très dur de qualifier objectivement le bonheur. Des exemples comme ça, il y en a tellement. Genre, vous tuez qui entre votre mère et 10 inconnus? Vos liens subjectifs vont vous dire de sauver votre mère, mais votre raison objective vous dira que 10 vies valent mieux qu'une. L'utilitariste va se poser sans cesse des questions du genre, et c'est le cas pour Itachi. Il a sacrifié ses parents et toute sa famille, il a détruit la vie de l'être qu'il aime le plus au monde, et tout ça pour le plus grand nombre. D'ailleurs, Eren de SNK est un Itachi inversé dans le sens où il veut exactement le contraire. Là où Itachi décide de sacrifier ses proches pour le bonheur du monde, Eren lui décide de sacrifier le monde pour le bonheur de ses proches. Et est-ce que l'un a forcément raison? Est-ce que l'autre a forcément tort? Eh bien non. Parce qu'une réalité objective n'existe pas tant que ça et que notre capacité de jugement n'est pas parfaite. Si Itachi avait décidé de soulever Konoha, peut-être qu'à un moment, plus de bonheur aurait été créé qu'en massacrant le clan. Genre les Uchiwa se seraient alliés avec d'autres clans renégats pour créer un Konoha 2.0 qui aurait pu imposer la paix dans le monde avec un Itachi Hokage. C'est toute la complexité de ce courant philosophique et de ce personnage. Mais bref, malgré son côté utilitariste convaincu, Itachi n'en est pas moins un utilitariste imparfait. Rien de péjoratif là-dedans, hein, qu'on soit d'accord. Itachi est prêt à sacrifier ce qu'il a pour le bonheur de tous, à une exception près. Pas touche à Sasuke. Dans le cas de Sasuke, Itachi est capable de faire passer le bonheur du plus petit nombre avant. D'ailleurs, quand il menace Danzo de révéler les informations confidentielles de Konoha aux autres villages s'il touche à Sasuke, il fait clairement plus preuve d'utilitarisme. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est tout blanc ou tout noir. Il y a forcément un moment où notre cœur va pencher vers le blanc ou le noir. Par exemple, si je vous dis, vous devez tuer une personne pour en sauver deux. Si vous êtes totalement détaché de ces trois personnes, alors vous allez sans doute sauver les deux. Mais si le débat c'est tuer votre mère pour sauver deux personnes, là la situation elle sera plus la même. Itachi est un personnage qui a fait un choix, qui a fait le choix d'accepter de souffrir, d'accepter de faire souffrir pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent vivre dans le bonheur. La portée de cette décision va bien au-delà d'une simple décision d'un manga. C'est une décision qui peut nous façonner en tant qu'être humain. Faire le bien pour le plus grand nombre ne signifie pas forcément faire le bien. Quelque chose qui peut sembler immoral peut permettre le bien du plus grand nombre. Une action qui maximise le bonheur pour la majorité peut causer des souffrances à une minorité. Le personnage d'Itachi raconte tout ça. D'un point de vue philosophique, faut reconnaître qu'Itachi est un être à part dans l'univers de Naruto. En voyant les actions d'Itachi, on se doit de se poser 1000 questions. Est-ce qu'on aurait sacrifié notre clan comme il l'a fait? Est-ce qu'on aurait été aussi loin? Et puis même, Itachi avait un certain détachement vis-à-vis du clan Uchiwa. Genre lui, il ne voulait pas faire passer les Uchiwa avant sans raison logique et morale. Est-ce que nous sommes aussi capables d'avoir ce même détachement avec notre famille si l'intérêt du plus grand nombre est menacé? Encore une fois, vous pouvez ne pas aimer Itachi, mais vous ne pouvez pas nier la qualité objective de son écriture. Aussi, on se rend compte qu'Itachi est un personnage dont le caractère est teinté par l'existentialisme. L'existentialisme est aussi un courant philosophique. Il met l'accent sur l'existence individuelle, la liberté et la responsabilité de l'individu dans un monde dépourvu de sens intrinsèque. Il remet en question les systèmes de pensée traditionnels et cherche à explorer le sens de la vie et de l'existence humaine. Selon les existentialistes, l'existence précède l'essence, ce qui signifie que l'individu existe d'abord et définit ensuite sa propre essence ou sa nature. Ils affirment que chaque individu est libre de prendre des décisions et d'agir en fonction de sa propre volonté, plutôt que d'être déterminé par des forces extérieures ou des structures préétablies. Le clan Uchiwa.
Itachi n'en a que faire de son appartenance au clan. Il se considère avant tout comme un ninja, parce que dans Naruto, chaque ninja appartient à une entité politique et militaire, donc un village, ou une sorte d'organisation dans le cas des renégats. Mais en plus de ça, il existe des clans, et les ninjas ont tendance à d'abord s'identifier au clan plutôt qu'au village. Vous avez déjà entendu un Hyuga dire que c'est un ninja de Konoha? Les Hyuga se vantent d'être le clan le plus puissant du village, parce qu'ils ont une très haute estime de leur lignée. Et les Uchiwa, c'est pareil. Sauf qu'encore une fois, Itachi est différent des autres. Pour lui, être un Uchiwa n'est rien de plus qu'un titre. Il ne se considère pas supérieur à un ninja venu d'un clan moins prestigieux. C'est juste deux êtres humains ayant choisi la carrière de ninja. Point. Et ça encore, je trouve ça vraiment cool sur deux axes de lecture. Déjà, ça change de voir un personnage aussi peu communautaire. Alors je parle évidemment en comparaison avec les personnages venus de clans prestigieux. Genre, j'ai jamais vu un Hakimichi crier sur les toits que c'est un Hakimichi. Enfin, c'est pas incroyable. Mais surtout, ça nous pose encore des questions sur notre propre personne et sur le monde qui nous entoure. Doit-on accepter cette espèce de destin génétique qui prédestine nos vies? Genre, si vos parents sont médecins, vous avez grandi avec des médecins, vous êtes confrontés tous les jours à la médecine, vos parents et vous-même regardez Dr House tous les jours. Quelque part, que vous le vouliez ou non, vous avez une prédestination pour vous-même rentrer dans cet univers. Pas une prédestination fataliste dans le sens où c'est pas obligé, mais vous y êtes un petit peu poussé. Par conséquent, les fils de médecins vont devenir médecins, les fils de garagistes vont devenir garagistes, et les fils de voleurs vont devenir politiques. Itachi, lui, pose un regard parfaitement détaché sur sa propre individualité. Peu importe l'importance de son clan, il se voit d'abord comme un ninja de Konoha et non comme un Uchiwa. Encore une fois, ça permet de façonner nos personnalités et d'avoir un impact positif sur nos vies. Peu importe à quel point votre famille a fait de grandes choses, peu importe à quel point elle est riche. Ce n'est pas vous, c'est votre famille. À mon sens, il faut être capable de s'extirper de ce carcan familial. Il ne faut pas rester dans leur ombre, il faut marcher dans sa propre lumière. Et c'est pareil si vous avez une famille dont la situation est pourrie. Devenez quelqu'un qui transcende sa condition sociale plutôt que de vous dire que vous êtes juste comme les autres membres de votre famille. N'acceptez pas votre sort sous prétexte que les membres de votre famille sont dans la même situation. Itachi n'avait pas envie qu'on le voie comme le descendant du clan Uchiwa, le clan le plus prestigieux, le clan le plus fort, gna 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 gna. Il avait envie d'être lui-même. Il voulait être Itachi et non uniquement Itachi Uchiwa. Mais bref, outre sa construction de personnage utilitariste et existentiel, Itachi est également construit comme un ninja traditionnel comme on nous l'a présenté dès le début de l'œuvre. Itachi représente ce que Danzo considère comme être un véritable ninja. C'est d'ailleurs assez ironique de se dire qu'Itachi et Danzo sont aussi étroitement liés dans l'affaire du massacre du clan, tout en étant aussi différents, mais tout en étant aussi similaires. On reviendra sur cette relation compliquée un petit peu après. Le personnage d'Itachi est donc écrit comme le ninja originel. Dès le début de l'œuvre, on nous fait comprendre assez vite ce qu'est un ninja. Un personnage qui fait fi de ses émotions, qui agit pour une cause bien plus grande que lui, et qui accepte l'idée selon laquelle soit on manipule, soit on est manipulé. Avec le temps, cette définition du ninja est devenue un petit peu édulcorée. Beaucoup de ninjas ont commencé à sortir de ce carcan qui les enfermait dans toutes ces règles, qui leur disait de rester dans la norme même si ça finissait par les ennuyer. En vrai, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui aura la ref. Les ninjas ont commencé à développer des ambitions, ils avaient des objectifs propres à eux. Mais surtout, faire passer la mission avant le reste n'est plus d'actualité. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Jiraiya aurait pu décider de survivre face à Pain par exemple. Il a choisi de faire passer la mission avant pour justement sauver ses camarades. Sans ces infos sur Pain, personne n'aurait pu le battre à Konoha. Sauf que dans le monde qu'on nous a réellement montré, j'ai pas l'impression que beaucoup de ninjas feraient passer la mission avant le bien-être de l'équipe. Itachi, lui, le ferait. La mission avant les potes. Le bonheur du plus grand nombre avant la survie de son équipe. On en revient au point abordé précédemment. Du coup, ça crée une dualité assez intéressante dans ce personnage. Itachi est un personnage capable de sacrifier ceux qu'il aime pour sa mission, exactement comme un ninja est censé agir. Mais c'est également un ninja traditionnel dans un monde plus si traditionnel que ça. On n'est plus dans un monde où le ninja est une machine, un outil au service des désirs de ceux qui tirent les ficelles. Et quelque part, voir un ninja capable d'aller plus loin que les autres pour accomplir sa mission, ça fait réfléchir. Non seulement ça remet en cause la définition d'un ninja, mais ça remet aussi en cause la volonté des persos plus hauts en couleur. Parce que du coup, il y a deux choix de carrière possibles. Soit on est un Itachi, donc un perso qui se sacrifie pour la mission, soit on est un Kakashi qui protège au détriment de la dite mission. D'ailleurs, j'ai parlé de dualité à l'instant, mais le personnage d'Itachi est également intéressant de ce point de vue. Comme vous le savez, mais je veux quand même vous le rappeler, Itachi a sacrifié son clan et est devenu un membre de l'Akatsuki. Il y a plusieurs axes de lecture quant à sa dualité. Déjà, on retrouve la dualité ombre et lumière. Itachi est un personnage méchant d'apparence, méchant dans ses actes, mais qui est à la fois un personnage gentil d'apparence et gentil dans ses actes. C'est possible. C'est un membre de l'Akatsuki. Méchant d'apparence. Il aide l'organisation à capturer les bijoux et il a massacré son clan. Méchant dans ses actes. Mais c'est un espion de Konoha dans l'ombre, gentil d'apparence, qui a protégé et qui protège le village. Gentil dans ses actes. Après, c'est vraiment si on part sur une base très manichéenne. Itachi n'est ni gentil ni méchant. C'est un personnage qui a dû faire un choix. Ce choix a été fait avec la plus grande pureté du monde. Il voulait protéger tout le monde, mais il le pouvait pas. Du coup, il a sauvé autant de monde que possible. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'un personnage est méchant ou gentil? Ses intentions ou ses actes? Doit-on considérer Itachi comme un méchant à cause du nombre de personnes qu'il a tuées? Ou doit-on le considérer comme une bonne personne parce que ses intentions étaient bonnes et qu'il a sauvé plus de monde qu'il en a tué? Et oui.
Le personnage d'Itachi a bien plus de substance que ce que vous avez imaginé et on n'a même pas fini. Ce qui me plaît le plus chez Itachi en dehors de son côté utilitariste, c'est le fait qu'il est relationnellement parlant rattachable à d'autres personnages. Il va profiter de sa propre écriture en tant que personnage individuel, mais il va également en faire profiter d'autres personnages. Itachi va avoir un énorme impact sur le personnage de Sasuke notamment. Toutes les décisions de Sasuke depuis le début jusqu'à la fin de l'œuvre ont été conditionnées par le personnage d'Itachi. Bon, pour justifier un petit peu mes propos mais sans rentrer dans une analyse du personnage de Sasuke, je dirais que quand Sasuke a décidé de détruire Konoha plutôt que de poursuivre la quête d'Itachi, c'était grâce à lui. Quand il s'est dit qu'il allait demander aux anciens Hokage des réponses sur le village, c'était grâce à Itachi. Quand il a voulu créer une révolution et renverser le monde à lui seul, c'était parce qu'Itachi existe. Il a bénéficié de la qualité d'écriture d'Itachi parce qu'il est intrinsèquement lié à ce dernier. Je trouve que Sasuke est l'un des personnages les mieux écrits, peut-être même le mieux écrit, et cette qualité d'écriture vient majoritairement du personnage d'Itachi. On pourrait même y voir une sorte de dualité fraternelle entre Itachi et Sasuke. Itachi et Sasuke seraient le même personnage à la base, sauf que l'un a accepté son destin ninja et l'autre a tout fait pour le changer. L'un a connu le côté sombre du monde ninja depuis le début et l'autre l'a découvert ultérieurement. Itachi serait donc le Sasuke qui n'a jamais sombré dans la folie malgré toute la haine accumulée. En fait, j'arrive pas à imaginer analyser Itachi sans analyser Sasuke et analyser Sasuke sans analyser Itachi. Les deux ont vraiment un lien qui transcende la simple œuvre de fiction je trouve et ça colle plutôt bien ce que Kishimoto voulait faire. Mais outre le personnage de Sasuke, Itachi peut être attaché à d'autres personnages. Les plus intéressants sont à mon sens Naruto, Danzo et Hashirama. La dualité va encore avoir une sacrée importance ici. Naruto et Itachi sont les deux frères de Sasuke, l'un qui a essayé de le manipuler pour qu'il aille dans le droit chemin, et l'autre qui a essayé de le comprendre pour qu'il aille dans le droit chemin. C'est deux personnages qui ont eu un impact et positif et négatif sur le personnage de Sasuke. Mais aussi, Naruto est la représentation d'un Shisui sans la fatalité du clan. En fait, je trouve que Shisui est vraiment une fusion parfaite entre Naruto et Itachi. Mais bref, Itachi est également rattaché au personnage de Danzo de par leur implication dans le massacre du clan, mais aussi dans leur façon d'être un ninja. Deux ninjas dont les méthodes sont différentes mais dont les idéaux coïncident. Agir dans l'ombre, accepter toute la haine et les critiques tout en poursuivant un objectif noble. Même si les deux semblent s'opposer, ils se ressemblent bien plus qu'on ne l'imagine. Itachi va profiter de la qualité d'écriture de Danzo et Danzo de celle d'Itachi. Au final, c'est pareil avec Naruto et Gaara. Ils étaient semblables et différents en même temps. Et enfin, ma relation préférée, Itachi et Hashirama. Alors oui, les deux ne sont jamais directement mis en parallèle. Sauf à un moment. Quand Sasuke demande à Hashirama ce qu'est un village, il découvre que le village est une entité qu'on se doit absolument protéger, quitte à faire de lourds sacrifices. Itachi a sacrifié son clan, Hashirama a sacrifié son frère. Pas celui-là. Les deux ont compris l'importance d'un village et sa fonction. Sans village, plus de paix. Sans village, c'est la guerre. Sans village, c'est des morts. Itachi est littéralement l'homme qui était Hashirama. Un homme avec des convictions, avec l'envie d'apporter la paix, quitte à se salir les mains. L'Uchiwa le plus proche d'Hashirama en termes d'idéologie, ce n'est pas Madara, c'est Itachi. Et d'ailleurs, je suis persuadé que si Itachi était resté en vie, il aurait pu devenir Hokage et devenir même un Hashirama des temps modernes. Sa façon de penser, son caractère profondément pacifiste et sa volonté en acier trempé auraient fait de lui un super Hokage. Clairement, il serait digne d'Hashirama. Avouez maintenant vous avez envie de voir Itachi Hokage. Mais bref, je pense qu'on a fait le tour. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai essayé de ne pas trop me cantonner au wiki du personnage pour vraiment me concentrer sur de l'analyse. Et évidemment qu'il y a encore des trucs à dire, et évidemment que vous allez forcément trouver d'autres choses à dire qui sont intéressants à souligner. C'est normal, le personnage est aussi complexe que riche en contenu. En tout cas, si quelqu'un vous dit qu'Itachi n'est pas un bon personnage ou alors qu'il est surcoté, je vous laisse lui montrer cette vidéo. Et s'il est toujours pas convaincu, débarrassez-vous de lui. C'est lui ou moi. Bref, des bisous les gens, prenez soin de vous, et j'évite en général de spoiler la vidéo suivante, mais j'ai tellement aimé faire cette vidéo sur Itachi qu'on va encore parler de lui la prochaine fois. La prochaine fois au programme, Itachi contre Pain. Le combat va être très tendu. À la prochaine.